ma vie était un mensonge. Pendant si longues années, j'ai pris soin de ma femme paralysée. Une visite de routine à l'hôpital a tout changé lorsque le médecin m'a donné un ordre glacial, appelez la police. La vérité était plus sordide que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je m'appelle Michael Vega. J'ai 52 ans et je viens d'une ville tranquille du Midwest. J'ai consacré 6 ans de ma vie à prendre soin de ma femme, Emily, qui était censée être paralysée après un accident. Tout a basculé il y a 3 jours, lorsque je l'ai emmenée à l'hôpital pour une infection respiratoire. Le médecin est sorti de la salle d'examen avec une expression que je n'oublierai jamais. Il m'a regardé droit dans les yeux et, d'une voix tremblante, il a dit « Monsieur Vega, appelez la police ». À ce moment-là, je n'ai pas compris pourquoi, mais j'étais sur le point de découvrir une vérité qui allait complètement détruire mon monde. Mais avant de continuer cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime », vous abonner à la chaîne et commenter en indiquant d'où vous regardez. Votre soutien est crucial. Si vous me demandiez comment était ma vie avant ce jour, je vous dirais que c'était une routine de sacrifice et de dévouement. Chaque matin, je me réveillais avant l'aube, le corps endolori d'avoir dormi dans ce fauteuil inconfortable à côté de son lit. Malgré l'épuisement, la première chose que je faisais était de lui sourire. « Bonjour, mon amour », lui disais-je en préparant tout pour sa toilette matinale. Aujourd'hui, c'est mardi, le jour du grand bain. Ma vie était devenue une série de routines méticuleusement organisées. Le bain d'Emily exigeait de chauffer l'eau à la température exacte, de préparer les serviettes, le savon neutre qui n'irriterait pas sa peau sensible et de placer la baignoire portable à côté du lit d'hôpital que nous avions installé dans le salon. Tout devait être parfaitement organisé avant que je commence. Allez, on enlève ce pyjama, chérie. Avec le soin que j'avais appris au fil des ans, je faisais glisser le tissu de son corps immobile. Emily avait été danseuse avant l'accident, une femme pleine de vie et de mouvement, réduite à cette immobilité cruelle. D'après ce qu'on m'avait dit, un camion avait grillé un feu rouge alors qu'elle traversait la rue. J'étais en déplacement pour le travail. Je ne me suis jamais pardonné de ne pas avoir été là. Je la tenais fermement mais doucement, exactement comme l'infirmière qui venait au début me l'avait appris. Avec le temps, j'ai appris à tout faire moi-même. Comment la déplacer sans lui faire mal, comment soutenir sa nuque, comment préserver sa dignité pendant que je la lavais. Sais-tu quel jour on est, demandai-je en passant l'éponge sur son dos. Aujourd'hui, c'est notre 27e anniversaire de mariage. Tu te souviens de notre mariage? J'aime lui parler pendant son bain. Les médecins insistaient sur le fait que même si elle ne pouvait pas répondre verbalement, elle entendait tout. Ils nous avaient appris un système simple. Un clignement d'yeux signifiait oui. 2 clignements signifiaient non. C'était notre façon de communiquer. Ce jour-là, alors que je finissais de la sécher, le téléphone a sonné. C'était Linda, la sœur d'Emily. Bonjour, Michael. Comment va ma sœur aujourd'hui? On est en plein milieu de son bain matinal. Tout est normal. Parfait. Je voulais juste te prévenir que je passerai cet après-midi. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. À propos de quoi? Je préfère te le dire en personne. C'est à propos des papiers de la maison de mes parents. D'accord, on t'attendra. Après avoir raccroché, j'ai remarqué quelque chose dans les yeux d'Emily. Une attention qui m'a troublé. As-tu mal, lui ai-je demandé. Cligne 1 fois pour oui, 2 fois pour non. 2 lents clignements. Il n'y avait pas de douleur physique, mais quelque chose la dérangeait. Linda vient tout à l'heure. Je suis sûr que tu seras contente de la voir. Dès que j'ai mentionné sa sœur, j'ai cru voir un éclair de peur dans ses yeux. J'ai mis ça sur le compte de mon imagination. Après tant d'années de soins et de nuits blanches, je voyais parfois des choses qui n'existaient pas. Pendant que je lui donnais son petit déjeuner, du porridge avec du miel et du jus d'orange, le tout mixé selon les instructions des médecins, quelqu'un a frappé fort à la porte. Qui est-ce? Ai-je crié depuis le salon. C'est David, le cousin d'Emily. J'ai besoin de te parler, Michael. David, le cousin gênant qui se présentait toujours au pire moment avec ses propositions d'affaires qui ne profitaient jamais à personne d'autre que lui-même. Donne-moi 1 minute, ai-je répondu avec résignation. J'ai essuyé la bouche d'Emily et lui ai chuchoté que je revenais tout de suite. Quand j'ai ouvert la porte, David est entré sans attendre d'invitation, impeccablement habillé comme toujours, avec cet air de supériorité qui m'agaçait tant. Michael, tu as l'air terrible.
On peut parler en privé. Émilie est en train de prendre son petit déjeuner. Dis ce que tu as à dire, et fais vite. Il s'est approché, baissant la voix. Je suis ici pour parler de l'héritage de l'oncle Robert. L'héritage? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tout. Robert a laissé un fonds fiduciaire considérable pour Émilie à la condition qu'il soit utilisé pour son traitement. Écoute, Michael, je te vois tous les jours t'occuper de ma cousine, gâcher ta vie. Cet argent pourrait être mieux utilisé. Il est utilisé pour ce que Robert voulait, les soins d'Émilie. Oui, mais il existe des traitements expérimentaux à l'étranger. On pourrait. Je l'ai coupé net. Il n'y a pas de bon, David. Cet argent est pour Émilie, et c'est moi qui décide de son utilisation en fonction des recommandations médicales. Tu es têtu. Pense-y. Avec une partie de ce fonds, nous pourrions investir dans une clinique spécialisée que je dirigerai. Émilie aurait les meilleurs soins, et tu pourrais enfin te reposer. Je l'ai dévisagé, retenant mon irritation. Une clinique que tu dirigerais? Comme c'est pratique. C'est une proposition commerciale légitime, a-t-il insisté. La réponse est non. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, ma femme attend de finir son petit déjeuner. David a serré les poings, mais a gardé son sourire artificiel. Ce n'est pas fini, Michael. Je reviendrai avec des documents, avec des avocats si nécessaire. Tu es égoïste. Tu penses être le seul à te soucier d'Émilie. Au revoir, David. Quand il est enfin parti, je suis retourné auprès d'Émilie. Ses yeux étaient grands ouverts, et j'aurais juré y voir de la peur. Ne t'inquiète pas, mon amour. Personne ne prendra de décision pour nous. Le reste de la matinée s'est déroulé selon la routine habituelle, kinésithérapie, lecture, la musique classique qu'elle aimait tant. Le téléphone a de nouveau sonné. C'était ma sœur, Lucie. Michael, comment vas-tu? Fatigué, comme toujours. Et toi? Inquiète pour toi, comme toujours, a-t-elle répondu. As-tu des nouvelles de Sarah? Sarah, mon autre sœur, avait disparu il y a 2 ans sans laisser de traces. La police avait enquêté, mais n'avait rien trouvé. Elle s'était simplement volatilisée. Rien de nouveau. C'est comme si la terre l'avait avalée. Je pense toujours que nous devrions engager un détective privé. On l'a déjà fait, Lucie. Il n'a rien trouvé. Mais celui-là n'était pas cher. On pourrait en trouver un meilleur. Avec quel argent? Tout ce que j'épare dans les soins d'Émilie. C'est exactement de ça que je voulais te parler, a-t-elle dit prudemment. J'ai réfléchi. Peut-être que tu devrais envisager de placer Émilie dans un établissement spécialisé. Toi aussi? Est-ce que David t'a parlé? David? Non. Pourquoi? Je lui ai brièvement expliqué la visite du cousin d'Émilie. Lucie a soupiré à l'autre bout du fil. Non. Je ne lui ai pas parlé. Mais pense-y, mon frère. Tu n'as pas vécu depuis 6 ans. Et maintenant avec ce qui est arrivé à Sarah. Je ne vais pas abandonner Émilie. Ce n'est pas l'abandonner. C'est chercher de l'aide professionnelle, te permettre de respirer un peu. Pourquoi, Lucie? Pour chercher Sarah? On a déjà tout essayé. Pas seulement pour Sarah. Pour toi. Tu dois retrouver un peu de ta vie. La conversation m'a épuisé. C'était toujours la même chose avec ma famille. Je dois te laisser. Émilie est sur le point de se réveiller de sa sieste. Après avoir donné son déjeuner à Émilie, je l'ai installée pour son repos habituel. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur sa table de chevet. Un flacon de pilules que je ne reconnaissais pas. Je ne me souvenais pas que le médecin ait prescrit quoi que ce soit de nouveau. Je l'ai pris et j'ai examiné l'étiquette, mais elle était partiellement effacée. Qu'est-ce que c'est, Émilie? Ai-je demandé en lui montrant le flacon. Sa réaction m'a surpris. Ses yeux se sont grands ouverts et elle a commencé à cligner rapidement, de manière chaotique, brisant notre code habituel. Calme-toi, mon amour. Est-ce que quelqu'un t'a donné ces pilules? Un clignement. Oui. Linda? 2 clignements. Non. David? Un long clignement. Oui. Mon sang n'a fait qu'un tour.
Que faisait David en donnant des médicaments à Emily à mon insu? J'ai mis le flacon dans ma poche, déterminé à l'apporter au médecin pour le faire analyser. L'après-midi a passé, et Linda est arrivée à l'heure, comme elle l'avait dit. Elle portait un dossier avec des documents. « Salut, Michael. » Elle m'a salué d'un baiser sur la joue. « Comment va-t-elle? » « Pareil, » ai-je répondu sèchement, me souvenant du flacon de pilule. Linda s'est approchée de sa sœur et lui a pris la main. « Salut, M. Tu as l'air bien aujourd'hui. » Pour la deuxième fois de la journée, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans l'interaction. Emily ne montrait pas sa joie habituelle de voir sa sœur. Au contraire, elle semblait tendue, presque effrayée. « De quoi voulais-tu parler? » ai-je demandé à Linda, en lui offrant un café. « C'est à propos de la maison de nos parents, » a-t-elle dit, s'asseyant à table et étalant des papiers. « Tu sais, elle a été laissée à mon nom et à celui d'Emily. Vu la situation, je pense que nous devrions la vendre. » La vendre? Mais cette maison a une valeur sentimentale pour vous deux. Les sentiments ne paient pas les factures, Michael. De plus, l'argent serait bienvenu pour de meilleurs traitements pour Emily. C'était reparti. D'abord, David qui voulait utiliser le fonds fiduciaire, puis Lucie qui suggérait un établissement, et maintenant Linda qui voulait vendre la maison familiale. Emily ne voudrait jamais vendre cette maison. Emily ne peut pas décider en ce moment, a dit Linda avec une froideur qui m'a glacé le sang. Tu as sa procuration pour les questions médicales, mais pour les questions immobilières, j'ai aussi mon mot à dire en tant que cohéritière. Il faudrait consulter un avocat, ai-je répondu, pour gagner du temps. Je l'ai déjà fait. Voici les documents préliminaires pour la vente, a-t-elle dit en poussant les papiers vers moi. J'ai juste besoin de ta signature en tant que représentant légal d'Emily pour les procédures initiales. J'ai regardé les papiers sans les toucher. Quelque chose n'allait pas. D'abord David, avec son intérêt soudain pour le fonds. Maintenant, Linda qui voulait vendre la maison si urgemment. Je vais devoir les examiner attentivement et consulter mon propre avocat. Il n'y a pas de temps pour ça, Michael. J'ai un acheteur intéressé qui offre un prix exceptionnel, mais seulement jusqu'à la fin du mois. Je suis désolé, Linda, mais je ne signerai rien aujourd'hui. Son visage s'est transformé un instant. J'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu en elle, une fureur contenue, presque animale, mais elle a vite retrouvé son sang-froid. Comme tu voudras, mais réfléchis-y. L'argent nous ferait du bien à tous. Avant de partir, Linda s'est penchée vers Emily pour lui dire au revoir. Elle lui a chuchoté quelque chose à l'oreille que je n'ai pas pu entendre. L'expression de ma femme a subtilement changé. Quand nous avons été seuls, je me suis assis à côté d'elle. « Qu'est-ce que Linda t'a dit ?» Emily a commencé à cligner rapidement, agitée. « Doucement, mon amour. » Lentement. « Est-ce qu'elle t'a menacé ?» Un clignement. « Oui. » Un frisson m'a parcouru l'échine. « Est-ce que ça a un rapport avec la vente de la maison ?» Deux clignements. « Non. » Avec le fonds fiduciaire de ton oncle ? Un clignement. « Oui. » Quelque chose de grave se passait entre David, Linda et ses mystérieuses pilules. Je sentais qu'Emily était en danger. Mais comment pouvais-je la protéger si je ne comprenais même pas de quoi il s'agissait ? Cette nuit-là, pendant qu'Emily dormait, j'ai examiné les documents que Linda avait laissés. Ce n'était pas seulement une proposition de vente de la maison. Parmi les papiers se trouvait une fausse procuration avec ma signature autorisant Linda à gérer tous les biens d'Emily, y compris le fonds fiduciaire. La date indiquait qu'elle avait été faite il y a 3 mois. Quelqu'un avait falsifié ma signature. Les mains tremblantes, j'ai trouvé mon téléphone et j'ai appelé le docteur Mendes, le médecin traitant d'Emily. Je suis désolé d'appeler si tard, docteur, mais c'est urgent. J'ai besoin qu'Emily soit examinée demain matin. Son état s'est-il aggravé ? Non, je ne sais pas. J'ai trouvé des médicaments que je ne reconnais pas. Et il y a des situations étranges avec sa famille. Je comprends, Michael. Amenez-la à la première heure demain matin. Je ferai un examen complet et nous analyserons ses pilules. J'ai à peine dormi cette nuit-là, veillant sur Emily. Pour la première fois en 6 ans, je doutais de tout et de tout le monde. Et si l'accident n'était pas vraiment un accident ? Et si la disparition de ma sœur Sarah était liée à tout cela ? Et si tout mon dévouement à Emily avait fait partie d'un plan sinistre que je ne pouvais pas comprendre ?
Le lendemain matin, j'ai préparé Émilie tôt. Je lui ai expliqué que nous allions à l'hôpital pour un contrôle de routine. En l'habillant, j'ai cru voir une larme couler sur sa joue. N'aie pas peur, mon amour. Je vais te protéger. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu. Chaque feu rouge me rappelait le prétendu accident qui avait laissé ma femme dans cet état. Chaque virage me faisait penser à tous les rebondissements des 6 dernières années. Quand nous sommes arrivés, le docteur Mendes nous a accueillis personnellement. Il a examiné Émilie en détail pendant que j'attendais nerveusement, serrant le flacon de pilule dans ma poche comme une preuve silencieuse que quelque chose n'allait pas. Je dois faire des analyses de sang et des examens neurologiques, m'a dit le médecin après l'examen initial. Cela prendra quelques heures. Vous pouvez attendre dans le salon familial. Pendant que j'attendais, j'ai appelé mon avocat pour lui parler des documents falsifiés. Il m'a assuré que nous déposerions une plainte officielle l'après-midi même. Les heures passaient lentement. Je voyais des infirmières entrer et sortir de la chambre d'Émilie. À un moment donné, le docteur Mendes est sorti, accompagné d'un autre médecin. Ils m'ont tous les deux regardé avec une expression que je ne pouvais pas interpréter. Le docteur Mendes s'est approché lentement. Monsieur Vega, nous devons parler. Sa voix semblait étrange, comme s'il avait du mal à trouver les mots justes. Nous avons trouvé quelque chose de déconcertant dans les analyses de votre femme. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle va plus mal? Le docteur Mendes a pris une profonde inspiration avant de répondre. Michael, appelez la police. Tout de suite. Les mots du médecin résonnèrent dans le couloir de l'hôpital comme un coup de feu. Mon esprit n'arrivait pas à les assimiler. La police? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'allait pas avec Émilie? Le docteur Mendes regarda son collègue, un neurologue d'après sa blouse, puis m'entraîna dans un petit bureau de consultation. Il ferma la porte derrière nous. Ce que je vais vous dire est difficile à expliquer, commença-t-il en se frottant les tempes. Nous avons effectué divers tests sur votre femme, électromyogramme, IRM, analyse sanguine complète, et... L'anxiété me dévorait. Votre femme n'est pas paralysée, monsieur Vega. La pièce sembla tourner autour de moi. Je me suis agrippé au bord de la table pour ne pas tomber. C'est impossible. Elle n'a pas bougé depuis 6 ans. Je la lave, je la nourris. Écoutez-moi, interrompit le neurologue. Les tests sont concluants. Il n'y a aucune lésion de la moelle épinière. Il n'y a pas d'atrophie correspondant à 6 ans d'immobilité. Ses muscles montrent des signes d'utilisation récente. Mais je la vois tous les jours. Elle ne bouge pas. Elle ne peut pas parler. Nous communiquons par clignement d'yeux, pour l'amour de Dieu. Le docteur Mendes posa un dossier sur la table et l'ouvrit. Il contenait les résultats des tests. Nous avons également trouvé des traces de substances dans son sang. Des benzodiazépines, principalement, à des doses contrôlées, suffisantes pour créer une apparence de paralysie, mais pas assez pour mettre sa vie en danger. Je m'effondrai sur une chaise, incapable de comprendre ce que j'entendais. Vous voulez dire qu'Émilie a fait semblant pendant 6 ans? Pas exactement semblant, précisa le neurologue. Elle est systématiquement droguée, mais pas assez pour provoquer une paralysie réelle. Quelqu'un la maintient dans cet état, et elle semble coopérer. Les pilules, marmonnai-je, sortant le flacon de ma poche avec des mains tremblantes. J'ai trouvé ça sur sa table de chevet. Je ne reconnaissais pas le médicament. Le docteur Mendes prit le flacon et l'examina. Celles-ci n'ont pas été prescrites par moi ou par un autre médecin de cet hôpital. Nous devons les analyser, mais à première vue, elles pourraient faire partie du cocktail de drogue que nous avons trouvé dans son système. Qui lui a donné ça, demandai-je, bien qu'au fond de moi je connaisse déjà la réponse. La police devra le déterminer, répondit le docteur Mendes. Pour l'instant, nous avons arrêté tous les médicaments. Si notre diagnostic est correct, elle devrait commencer à retrouver sa mobilité naturellement d'ici quelques heures. Je veux la voir, ai-je exigé en me levant. D'abord, nous devons appeler les autorités. C'est un cas d'abus médical possible, peut-être même de tentative de meurtre. Meurtre? Le mot m'a frappé comme un coup de massue. Les substances que nous avons trouvées, administrées sur une si longue période, auraient pu causer des dommages permanents. C'est un miracle qu'elle n'ait pas développé de graves problèmes rénaux ou hépatiques. Nous avons appelé la police depuis le téléphone du bureau. Pendant que nous attendions, le docteur Mendes a continué à expliquer la situation.
L'analyse préliminaire de son sang montre un schéma de médication très spécifique. Quelqu'un l'a dosée avec une précision quasi professionnelle, assez pour la maintenir docile, mais pas assez pour que les symptômes soient évidents lors de nos contrôles de routine. Je l'amenais à des contrôles tous les 2 mois, dis-je, sentant mon monde s'effondrer. Comment n'avez-vous pas remarqué avant? Parce que quelqu'un ajustait probablement les doses avant les contrôles, les niveaux baissaient juste assez pour que les symptômes semblent cohérents avec son état supposé. De plus, hésita-t-il un instant, ces rendez-vous médicaux ont été très espacés cette dernière année. C'est Linda qui les gérait, murmurai-je, me souvenant que la sœur d'Emily m'avait proposé de m'aider avec les rendez-vous. Elle disait que ça me permettrait de me reposer davantage. 2 policiers sont arrivés en moins de 15 minutes. Une femme d'une quarantaine d'années, l'inspectrice Miranda Suarez, a immédiatement pris la situation en main. J'ai besoin que vous m'expliquiez tout depuis le début, monsieur Vega, dit-elle après que les médecins lui eurent présenté les conclusions cliniques. Comment s'est produit le prétendu accident de votre femme? Il m'a fallu quelques minutes pour rassembler mes esprits. 6 ans de ma vie semblaient se dissoudre sous mes yeux. J'étais en déplacement à Chicago pour le travail. Je possédais une petite entreprise d'artisanat. J'ai reçu un appel de Linda, la sœur d'Emily. Elle m'a dit qu'Emily avait eu un accident. Un camion avait grillé un feu rouge et l'avait heurtée alors qu'elle traversait la rue. Avez-vous vu le rapport de police de l'accident? Non. Linda s'est occupée de tout. Quand je suis arrivé à l'hôpital, Emily était déjà inconsciente. Les médecins. Je regardais le docteur Mendes. Pas le docteur Mendes, mais les médecins qui l'ont initialement traitée. Ils m'ont dit qu'elle avait subi des lésions de la moelle épinière, qu'elle ne remarcherait jamais. Vous souvenez-vous des médecins qui l'ont traitée? Le docteur? Le docteur Valenzuela était le principal. Je ne pense pas qu'il travaille encore dans cet hôpital. Le docteur Mendes intervint. Valenzuela a démissionné il y a environ 4 ans. Il est parti à l'étranger, je crois. L'inspectrice prit une note et continua. Qui d'autre était impliqué dans les soins de votre femme? Au début, une infirmière nommée Laura venait. Elle m'a appris à m'occuper d'elle. Après quelques mois, Linda a dit que c'était une dépense inutile, que je savais déjà tout faire. Il y avait aussi David, le cousin d'Emily. Il passait de temps en temps, soi-disant pour aider, mais il finissait toujours par parler du fonds fiduciaire que l'oncle d'Emily lui avait laissé pour ses soins. L'inspectrice Suarez se pencha en avant. Parlez-moi de ce fonds fiduciaire. L'oncle d'Emily, Robert, lui a laissé un fonds considérable, environ 3 millions de dollars, exclusivement pour ses soins médicaux en cas de maladie grave. Après l'accident, en tant que son mari et tuteur légal, je n'avais accès à cet argent que pour les frais médicaux. Qui était le fiduciaire du fonds? J'étais avec un notaire, un avocat nommé Moral. Tout retrait nécessitait ma signature et la sienne. Et la maison familiale que vous avez mentionnée, celle que Linda voulait vendre? C'est une propriété dans le centre historique. Elle vaut probablement 5 millions de dollars, peut-être plus. Elle a été laissée à Emily et Linda au décès de leurs parents. L'inspectrice a continué à poser des questions pendant près d'1 heure. Chaque réponse que je donnais semblait ouvrir de nouvelles fissures dans le monde que je pensais connaître. Une dernière question pour l'instant, dit-elle finalement. Vous avez mentionné que votre sœur Sarah a disparu il y a 2 ans. Pouvez-vous me donner plus de détails? Une boule se forma dans ma gorge. Sarah venait souvent m'aider avec Emily. Un jour, elle m'a dit qu'elle avait remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de Linda, qu'elle voulait enquêter davantage. La semaine suivante, elle a disparu. Elle a laissé une note disant qu'elle avait besoin de temps pour elle, qu'elle partait sur la côte pour un moment, mais elle ne nous a jamais recontactés. Et vous n'avez pas trouvé ça suspect? Bien sûr que si. J'ai engagé un détective privé, mais il n'a rien trouvé. La police a dit qu'elle était une adulte qui avait décidé de partir de son plein gré, qu'il n'y avait aucun signe de crime ni de raison de suspecter un délit. L'inspectrice ferma son carnet. Monsieur Vega, nous allons rouvrir l'enquête sur la disparition de votre sœur. Et maintenant, je dois parler à votre femme. Mon cœur a raté un battement. Puis-je être présent? Je préférerais lui parler seul d'abord. D'après les médecins, elle devrait retrouver sa capacité à communiquer. Le docteur Mendes intervint. En fait, je pense qu'il serait préférable que monsieur Vega soit présent. La patiente pourrait se sentir plus en sécurité.
L'inspectrice accepta à contre-cœur. Quand nous sommes entrés dans la chambre d'Émilie, j'ai été surpris de la voir les yeux ouverts, plus alerte que je ne l'avais vue depuis des années. Nos regards se sont croisés. Je n'ai pas vu l'amour que j'attendais, ni même la culpabilité. J'ai vu la peur, une peur profonde et animale. Madame Vega, je suis l'inspectrice Miranda Suarez. Pouvez-vous me comprendre? Émilie hocha légèrement la tête. Ce simple geste m'a coupé le souffle. Pendant 6 ans, elle n'avait répondu que par des clignements d'yeux. Le docteur Mendes m'informe que vous devriez pouvoir parler bientôt, une fois que les effets des médicaments se seront complètement dissipés, poursuivit l'inspectrice. En attendant, vous pouvez répondre par des gestes. Savez-vous qui vous a administré ces substances? Émilie me fixa, puis détourna le regard vers l'inspectrice. Elle hocha de nouveau la tête. Était-ce votre sœur, Linda? Un autre hochement de tête. Plus décidé cette fois. Y avait-il quelqu'un d'autre d'impliqué? Émilie hocha de nouveau la tête. David, votre cousin. Un hochement de tête. Quelqu'un d'autre? Émilie ferma les yeux un instant comme pour reprendre des forces. Quand elle les rouvrit, ses lèvres tremblèrent. Elle articula lentement un mot, silencieux, mais parfaitement lisible. Valenzuela. Le médecin qui l'avait traité initialement, celui qui avait diagnostiqué sa paralysie, celui qui avait disparu il y a 4 ans. L'inspectrice consulta sa montre. Je vais laisser une voiture de patrouille garder votre chambre, Madame Vega. Et j'aurai besoin que des agents se rendent à votre domicile, Monsieur Vega, pour sécuriser les lieux et chercher des preuves. Bien sûr, répondis-je, encore sous le choc. Pour l'instant, ne contactez personne de la famille de votre femme. Nous les informerons qu'elle est hospitalisée pour des complications respiratoires, mais nous ne mentionnerons pas nos découvertes. Nous avons besoin qu'ils croient que tout est encore comme avant pendant que nous enquêtons. Quand l'inspectrice est partie, je me suis retrouvé seul avec Émilie. Le silence entre nous était lourd comme du plomb. Je me suis approché de son lit, incertain de quoi dire, de comment agir dans cette nouvelle réalité. Émilie, pourquoi? C'est la seule chose que j'ai réussi à dire. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de larmes. Elle a bougé les lèvres, essayant de parler. Finalement, d'une voix rauque après des années de silence, elle a chuchoté. Sarah. Le nom de ma sœur disparue sur ses lèvres m'a glacé le sang. Que sais-tu à propos de Sarah? Ai-je demandé en me penchant vers elle. Ils l'ont tuée. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Une infirmière est entrée à ce moment-là, nous interrompant. Elle était là pour vérifier les signes vitaux d'Émilie. Je vais vous demander de sortir un instant, monsieur, a-t-elle demandé. Nous allons la nettoyer et faire quelques tests supplémentaires. Je suis sorti en titubant dans le couloir, chancelant comme un homme ivre. Je me suis appuyé contre le mur en essayant de respirer. Sarah morte. Émilie faisant semblant. 6 ans de ma vie consacrés à un mensonge. Et je ne comprenais toujours pas pourquoi. Le docteur Mendes est venu avec un verre d'eau. Vous devriez rentrer chez vous et vous reposer, Michael. Ça fait trop d'émotions pour une seule journée. Je ne peux pas la laisser, ai-je répondu. Et s'ils essayaient de lui faire du mal? Il y a des policiers de garde et nous surveillerons de près. Allez chercher quelques affaires et revenez. Nous vous installerons un fauteuil plus confortable pour que vous puissiez passer la nuit. J'ai finalement accepté. J'avais besoin d'air frais et de temps pour réfléchir. De plus, je devais accompagner la police qui allait fouiller ma maison. Le trajet de retour fut surréaliste. Les mêmes rues que j'avais empruntées ce matin avec une Émilie paralysée semblaient maintenant appartenir à une réalité différente. Quand je suis arrivé, 4 agents attendaient déjà à la porte. Pendant qu'ils fouillaient la maison, j'ai commencé à préparer quelques affaires pour Émilie et pour moi. Des vêtements propres, des articles de toilette, le livre que je lui lisais, des tâches mécaniques qui m'aidaient à ne pas trop réfléchir. Dans la chambre qui avait été la nôtre avant que le lit d'hôpital dans le salon ne devienne le centre de notre existence, j'ai trouvé une petite clé cachée au fond de mon tiroir à chaussettes. Je ne me souvenais pas l'avoir déjà vue. Un des agents s'est approché de moi. Savez-vous ce que cette clé ouvre, monsieur Vega? Je n'en ai aucune idée. Nous l'avons examinée ensemble. Elle était petite, probablement pour un coffre-fort ou un cadenas. L'agent l'a photographiée et l'a mise dans un sac de preuves. Puis-je vérifier les affaires de votre belle-sœur, a demandé l'agent.
Celle de Linda? Elle n'habite pas ici. Je veux dire, tout ce qu'elle aurait pu laisser derrière elle en visite. Oh, d'accord. Elle utilisait parfois la chambre d'amis, par ici. Nous n'avons rien trouvé d'inhabituel dans la chambre d'amis jusqu'à ce que l'agent regarde sous le lit et en sorte une petite valise. Vous reconnaissez ça? Non, ai-je répondu. Il ne devrait rien y avoir sous ce lit. Je le nettoie régulièrement. Nous avons ouvert la valise. Elle contenait des documents, un vieux téléphone portable et quelque chose qui m'a glacé le sang. Le bracelet préféré de Sarah, un cadeau que je lui avais fait pour son anniversaire des années auparavant. L'agent a immédiatement appelé l'inspectrice Suarez pour l'informer de la découverte. Pendant ce temps, nous avons allumé le téléphone. La batterie était presque morte, mais il fonctionnait. Dans la galerie de photos, nous avons trouvé des images qui m'ont glacé jusqu'aux os. Sarah, clairement battue, attachée à une chaise. Et à côté d'elle, souriant à l'appareil photo, se trouvaient Linda et David. Oh mon Dieu, ai-je marmonné, sentant que j'allais être malade. L'agent a doucement pris le téléphone de mes mains. C'est une preuve cruciale, monsieur Vega. J'ai besoin que vous restiez calme. Mais le calme était impossible. Les images étaient gravées dans mon esprit. Ma sœur, elle est vraiment morte, n'est-ce pas? L'agent n'a pas répondu, mais ses yeux disaient tout. Quand je suis enfin retourné à l'hôpital, il faisait presque nuit. L'inspectrice Suarez m'attendait. Nous avons émis des mandats d'arrêt contre Linda Hernandez et David Roras, m'a-t-elle informé. Et nous recherchons le docteur Valenzuela via Interpol. Avez-vous trouvé quelque chose sur ma sœur? Pas encore, mais les photos sont accablantes. Nous élargissons le périmètre de recherche. Puis-je voir Emily maintenant? Oui, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Elle a commencé à parler plus clairement. Ce qu'elle dit est, troublant. Qu'est-ce qu'elle dit? Il vaut mieux que vous l'entendiez de sa bouche, mais préparez-vous, monsieur Vega, cela va beaucoup plus loin que ce que nous avions imaginé. Je suis entré dans la chambre le cœur battant à tout rompre. Emily était assise dans son lit, tenant maladroitement un verre d'eau. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. Michael, a-t-elle murmuré d'une voix faible. Pardonne-moi. Je n'avais pas le choix. Je me suis approché lentement et me suis assis sur le bord de son lit. Pourquoi, Emily? Pourquoi 6 ans de cette comédie? Qu'est-il arrivé à Sarah? Emily ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. Quand elle les rouvrit, j'y vis une détermination que je ne lui avais jamais vue auparavant. Tout a commencé avec le fonds fiduciaire de mon oncle, a-t-elle commencé. Mais c'est devenu quelque chose de bien pire. Linda et David ne voulaient pas seulement l'argent. Ils voulaient nous faire disparaître. Nous tous. Je me suis assis à côté d'elle, essayant de comprendre ce qu'elle disait. La chambre d'hôpital avec ses murs blancs et son odeur de désinfectant semblait être une scène irréelle pour une telle confession. Nous faire disparaître. Pourquoi, ai-je demandé. Emily prit une autre gorgée d'eau. Ses mains tremblaient encore, mais son regard était devenu ferme, déterminé. La maison de mes parents. Ce n'est pas seulement une propriété dans le centre historique. Il y a quelque chose de plus. Quelque chose que mon père a caché avant de mourir. Quoi? Des documents, des preuves des affaires illégales de David avec des politiciens locaux, de faux contrats, des pots de vin, du blanchiment d'argent. Mon père était comptable et il a tout découvert. Il les a cachés comme une assurance vie, mais il est mort avant de pouvoir les utiliser. Et Linda, ta propre sœur est impliquée là-dedans. Emily hocha lentement la tête. Linda a toujours envié ce que j'avais. Mon mariage, l'affection de notre père. Quand il est mort et que David lui a parlé des documents cachés, elle a vu sa chance. Ils ont planifié le faux accident pour contrôler le fonds fiduciaire, me maintenir drogué et chercher tranquillement les documents dans la maison. Mais la maison leur a été laissée à toutes les deux, ai-je raisonné. Linda pouvait y entrer quand elle le voulait. Ce n'est pas si simple. Mon père était méticuleux. Les documents sont dans un coffre-fort caché. Seul moi sais où il se trouve et comment l'ouvrir. Il me l'a confié peu avant de mourir. Un souvenir a traversé mon esprit comme un éclair. La petite clé que nous avions trouvée dans mon tiroir. Une petite clé. En laiton. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent de surprise. Tu l'as trouvée.
c'est Sarah qui l'a caché pour toi. Elle a dit que c'était le seul endroit où Linda ne regarderait pas, la police là maintenant, ai-je répondu. Mais Emily, que s'est-il réellement passé il y a 6 ans? Comment ont-ils simulé l'accident? Elle détourna le regard vers la fenêtre. La nuit était tombée sur la ville. Il n'y a pas eu d'accident. Linda m'a drogué lors d'un dîner de famille. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital avec le docteur Valenzuela qui me disait que si je ne coopérais pas, il te tuerait. Ils m'ont montré des photos de toi suivi par des hommes armés. Ils ont dit que c'était simple. Je ferais semblant d'être paralysé. Tu gérerais le fonds pour mes soins médicaux et ils retiraient l'argent petit à petit. Pourquoi n'as-tu pas essayé de me prévenir? J'ai essayé, Michael, tant de fois. Au début, quand l'infirmière venait encore, j'ai essayé de communiquer par clignement d'yeux, mais Linda surveillait toujours. Plus tard, quand Sarah a commencé à venir plus souvent, j'ai réussi à lui faire comprendre que quelque chose n'allait pas, et c'est pour ça que Sarah a disparu, ai-je murmuré, une boule se formant dans ma gorge. Emily hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Linda et David l'ont surprise en train de vérifier mes médicaments. Ils l'ont enlevée. Ils m'ont montré des photos d'elle battue pour me faire taire. Ils m'ont dit que si je ne jouais pas le jeu, je serais la prochaine. Mon Dieu, Emily. J'ai pris sa main tremblante dans la mienne. Et le docteur Valenzuela. Il a falsifié tous les diagnostics. Il était dans le coup depuis le début. Il recevait une part du fonds fiduciaire en tant que consultation spécialisée. Quand il est devenu trop gourmand, ils l'ont envoyé à l'étranger. La porte s'est ouverte et l'inspectrice Suarez est entrée. Elle avait entendu une partie de notre conversation. Madame Vega, j'ai besoin que vous me donniez plus de détails sur les documents que vous avez mentionnés et sur la localisation du docteur Valenzuela. Pendant l'heure qui a suivi, Emily a partagé tout ce qu'elle savait. Linda et David avaient retiré plus d'1 million de dollars du fonds fiduciaire au cours de ces 6 années. Le docteur Valenzuela, d'après ce qu'elle avait entendu, se trouvait en Argentine sous une fausse identité. Et quant à Sarah, la dernière chose qu'elle savait, c'est qu'il la détenait dans une propriété rurale appartenant à David à la périphérie de la ville. Mais c'était il y a plus d'1 an, a dit Emily. Je ne sais pas si elle est encore en vie. L'inspectrice a pris des notes détaillées puis nous a regardés tous les deux sérieusement. Nous avons des patrouilles à la recherche de Linda et David, mais nous ne les trouvons pas. Ils ne sont pas à leurs adresses connues. Il est possible qu'ils aient été prévenus de notre enquête. Prévenus par qui, ai-je demandé, alarmé. Nous enquêtons là-dessus. Ça pourrait être n'importe qui. Un employé de l'hôpital, un contact dans la police. Les réseaux de corruption que votre femme a mentionnés sont étendus. L'inspectrice s'est approchée, baissant la voix. Pour votre sécurité, nous allons transférer Madame Vega dans un autre hôpital, et vous devriez venir avec nous. La situation est-elle si grave? Si ce que dit votre femme est vrai, ces gens ne sont pas seulement impliqués dans la fraude et l'enlèvement, mais probablement dans le meurtre. Ils ne reculeront devant rien. Le transfert fut organisé pour le petit matin, vers un hôpital d'une grande ville, où Emily pourrait recevoir des soins spécialisés pour se remettre des effets à long terme des drogues. Je l'accompagnerai, protégé par des agents en civil. Pendant que nous attendions, je me suis assis avec Emily dans l'obscurité de la chambre. Seule une petite lampe éclairait son visage. Après tant de révélations, j'avais encore plus de questions que de réponses. Comment as-tu enduré tout ça, ai-je demandé. 6 ans à faire semblant, en sachant ce qui se passait. En pensant à toi, a-t-elle répondu simplement. Si je me dévoilais, il t'aurait tué. David a des contacts dangereux. Des tueurs à gages. Je l'ai entendu parler à Linda de nombreuses fois de la facilité avec laquelle on pourrait résoudre le problème Michael. Mais vivre comme ça n'était pas une vie, Emily. C'était une prison. Je te regardais jour après jour te sacrifier pour moi et je ne pouvais pas te dire la vérité. Sa voix se brisa. Le pire, c'était la nuit, quand tu dormais. Parfois, Linda venait et me forçait à marcher dans la maison pour éviter l'atrophie musculaire. Si je refusais, elle menaçait de te faire du mal. Tu marchais dans notre maison, seulement quand j'étais profondément endormi. Linda me donnait quelque chose pour que tu ne m'entendes pas. Toujours surveillé. Toujours menacé. Et les clignements, notre façon de communiquer? Un triste sourire apparut sur son visage. C'était ma petite rébellion. J'ai établi ce code avec toi,
en espérant pouvoir l'utiliser un jour pour t'avertir. Mais il surveillait toujours. Une infirmière est entrée pour vérifier les constantes d'Émilie. Quand elle est partie, j'ai continué avec mes questions. Tu as dit que tout a commencé à cause des documents que ton père a cachés. Qu'y a-t-il exactement dedans? De faux contrats entre l'entreprise de construction de David et le gouvernement de l'État. Surfacturation, propriété fantôme. Mon père était le comptable de l'entreprise avant que David ne prenne la relève. Il a découvert qu'il détournait des fonds publics, des millions de dollars. Et pourquoi ne l'a-t-il pas dénoncé? Il a essayé, mais personne ne l'a cru. Un vieil expert comptable contre un homme d'affaires ayant des relations politiques. C'est pourquoi il a gardé des copies de tout comme assurance. Quand il est tombé malade, il m'a dit où il les avait cachés. Un léger coup à la porte interrompit notre conversation. C'était le docteur Mendès. Désolé pour l'heure tardive, mais je voulais voir la patiente avant le transfert, dit-il en s'approchant d'Émilie. Pendant que le médecin l'examinait, mon téléphone a vibré avec un SMS. C'était de ma sœur, Lucie. Où es-tu? Je suis passé chez toi et il n'y avait personne. Je suis inquiète. J'ai répondu brièvement. Émilie a eu des complications. Nous sommes à l'hôpital. Je t'appellerai demain. J'ai immédiatement reçu un autre message. Quel hôpital? J'arrive. J'ai regardé l'inspectrice qui était revenue dans la chambre. Ma sœur veut venir. Est-ce sûr de lui dire où nous sommes? L'inspectrice fronça les sourcils. Pour l'instant, il vaut mieux n'impliquer personne d'autre. Dites-lui que vous appellerez quand la situation se sera stabilisée. J'ai suivi son conseil et j'ai rangé mon téléphone. Le docteur Mendès a terminé son examen. Physiquement, elle s'améliore, mais elle aura besoin d'une thérapie intensive pour retrouver sa pleine mobilité. 6 ans d'inactivité forcée ont considérablement affaibli ses muscles. Aurais-je des séquelles permanentes? Demanda Émilie d'une voix tremblante. C'est difficile à dire pour le moment, mais avec le bon traitement, vous devriez récupérer une grande partie de vos fonctionnalités. Quand le médecin est parti, Émilie s'est tournée vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Une pure détermination. J'ai besoin que tu m'aides à retrouver Sarah, dit-elle, si elle est encore en vie. La police s'en occupe, ai-je répondu. Ils ont envoyé des unités à la propriété de David. Elle n'est plus là-bas. Ils l'ont déplacée il y a des mois. J'ai entendu Linda parler au téléphone. Sais-tu où? Pas exactement, mais elle a mentionné la maison du lac. David a un chalet au bord du lac. Il ne m'y a jamais emmené, mais il l'a mentionné parfois. J'ai transmis cette information à l'inspectrice, qui a immédiatement passé quelques appels. Quand elle est revenue, son expression était grave. Nous avons localisé le chalet, mais nous avons besoin d'un mandat pour y entrer. Nous y travaillons. À 3 heures du matin, tout était prêt pour le transfert. 2 brancardiers ont aidé Émilie à monter dans un fauteuil roulant. Elle ne pouvait toujours pas marcher seule. Ses muscles, bien que non atrophiés comme on pourrait s'y attendre après 6 ans de paralysie réelle, étaient extrêmement faibles. L'inspectrice Suarez a personnellement dirigé l'opération. Un véhicule banalisé nous attendait à l'entrée de service de l'hôpital. 2 agents en civil nous escorteraient. Le trajet jusqu'à la ville prendra environ 4 heures, nous a-t-elle informé. Il y a une clinique privée qui vous attend avec du personnel de confiance. Alors que nous traversions les couloirs silencieux de l'hôpital, j'ai ressenti un malaise croissant. Tout semblait trop facile. Si Linda et David étaient si dangereux, s'ils avaient tant de relations, n'auraient-ils pas déjà tenté quelque chose? Mon malaise s'est transformé en panique lorsque nous avons atteint le parking et que j'ai vu qui se tenait près du véhicule. Ma sœur Lucie. Michael, s'est-elle exclamée en courant vers nous. Dieu merci, je t'ai trouvé. L'inspectrice s'est rapidement interposée entre nous. Madame, c'est une opération de police. Vous ne pouvez pas être ici. La police? Qu'est-ce qui se passe? Lucie semblait sincèrement confuse. Comment savais-tu où nous étions? Ai-je demandé, de plus en plus alarmé. Une amie infirmière m'a appelé. Elle a dit qu'Émilie était transférée et que ça avait l'air sérieux. L'inspectrice et les agents ont échangé des regards tendus. Quelle infirmière exactement? A demandé l'inspectrice. Laura. Elle travaille dans cet hôpital. Elle a dit que ça ressemblait à une urgence.
Un frisson m'a parcouru l'échine. Laura, le nom de l'infirmière qui s'était occupée d'Emily au début, celle que Linda avait renvoyée en disant que c'était une dépense inutile. Inspectrice, Laura était l'infirmière qui... Je n'ai pas terminé ma phrase. Un crissement de pneus a rempli le parking alors qu'un SUV noir est apparu de nulle part, dérapant vers nous. Les portes se sont ouvertes et 3 hommes armés en ont sauté. Au sol, a crié l'un des agents en sortant son arme. Tout s'est passé en quelques secondes. Des coups de feu, des cris. Je me suis jeté sur Emily, la protégeant de mon corps. Le fauteuil roulant a basculé et nous sommes tombés tous les deux par terre. J'ai ressenti une vive douleur à l'épaule. À travers le chaos, j'ai vu Lucie courir, non pas pour se mettre à l'abri, mais vers le SUV. L'un des agresseurs l'a aidé à monter. Lucie, ai-je crié, incrédule. Ma propre sœur m'a jeté un dernier regard avant que le SUV ne s'éloigne à toute vitesse. Il n'y avait aucune confusion dans ses yeux. Il y avait de la détermination. Les agents ont tiré sur les pneus du véhicule, mais il était déjà trop loin. L'inspectrice s'est accroupie à côté de nous. « Êtes-vous blessé ?» J'ai senti de l'humidité sur mon épaule, du sang. Une balle m'avait éraflé. « Ça va ?» ai-je dit. « Emily ?» Elle était pâle mais consciente. « Je ne suis pas touché » a-t-elle murmuré. « Michael, ta sœur. » On dirait qu'elle est avec eux, a dit l'inspectrice en nous aidant à nous relever. « Aviez-vous des soupçons ?» Aucun. Lucie était toujours. Elle a toujours semblé être de mon côté. Le deuxième agent s'est approché, saignant d'une coupure au front. L'infirmière qu'elle a mentionnée, Laura Mendes. Je viens de confirmer qu'elle n'a pas travaillé dans cet hôpital depuis 5 ans. L'inspectrice a juré entre ses dents. Nous avons une fuite sérieuse. Changement de plan. Nous n'allons pas en ville. Ils nous ont rapidement conduits à un autre véhicule caché dans une autre partie du garage. Un ambulancier a pansé mon épaule. Où allons-nous maintenant ? Ai-je demandé alors que la voiture démarrait. Dans une planque, a répondu l'inspectrice. Et j'ai besoin que vous me disiez tout ce que vous savez sur votre sœur, Lucie. Pendant le trajet, j'ai essayé de digérer la trahison de Lucie. Depuis combien de temps était-elle impliquée ? Faisait-elle partie du plan depuis le début ? Je me suis souvenu de ses suggestions constantes de placer Emily dans une maison de retraite. Son insistance sur le fait que j'avais besoin d'une pause. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était une partie du plan. Lucie a géré mon emploi du temps l'année dernière, ai-je dit en me souvenant soudainement. Elle a proposé de m'aider avec les rendez-vous d'Emily, les factures, tout. Elle avait accès à toutes nos informations. L'inspectrice hocha la tête d'un air sombre. Le cercle se referme. Une opération familiale complète. Mais pourquoi ? La question m'a échappé, presque comme une complainte. Emily, qui était restée silencieuse, a parlé d'une voix faible. Les documents que mon père a cachés. Ils n'impliquent pas seulement David. Il y a plus de gens impliqués. Des politiciens importants, des hommes d'affaires, des millions de dollars de contrats frauduleux. Elle a fait une pause et m'a regardé directement. Le nom de Lucie est dans ces documents, Michael. Elle était le lien entre David et les fonctionnaires. La révélation m'a frappé comme un coup de massue. Ma propre sœur, que j'avais toujours considérée comme honnête et travailleuse, faisait partie d'un réseau de corruption qui avait détruit nos vies. Tu savais ça depuis le début, ai-je demandé à Emily. Je l'ai découvert plus tard, grâce à des conversations que j'ai surprises entre Linda et David. Au début, je pensais que le but était juste le fonds fiduciaire. Puis j'ai compris que c'était beaucoup plus grand. Le véhicule s'est arrêté devant un bâtiment anonyme à la périphérie de la ville. Cela ressemblait à un entrepôt abandonné, mais à l'intérieur se trouvaient des bureaux de fortune et des agents au travail. Centre d'opération tactique, a expliqué l'inspectrice. Vous serez en sécurité ici pendant que nous organisons le raid sur le chalet du lac. Un médecin a soigné ma blessure pendant qu'Emily était installée sur un lit de camp. Son visage montrait de l'épuisement, mais aussi du soulagement. Pour la première fois en 6 ans, elle pouvait parler librement. Je suis tellement désolé, Michael, a-t-elle dit quand nous étions seuls. Tout ce que tu as traversé à cause de moi. Ce n'était pas de ta faute, ai-je répondu en lui prenant la main. Tu as fait ce que tu devais faire pour survivre, pour me protéger. Mais Sarah, ma sœur,
et maintenant découvrir que Lucie est impliquée. Nous retrouverons Sarah, ai-je promis, bien que je ne sois pas sûr de pouvoir tenir cette promesse. Et nous arrêterons tous les responsables. Émilie serra ma main avec une force surprenante pour quelqu'un qui avait été paralysé si longtemps. Il y a autre chose que tu dois savoir, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Quelque chose que j'ai entendu la semaine dernière quand Linda était au téléphone. Il pensait que j'étais sous sédatif, mais je n'avais pas pris toutes les pilules. Qu'est-ce que c'est? C'est à propos de Sarah et de la raison pour laquelle Lucie a été si impliquée dans tout ça. Je la regardais avec attente, sentant que toute nouvelle révélation ne pouvait qu'aggraver l'enfer qu'étaient devenus nos vies. Sarah n'est pas morte, Michael. Elle est vivante, et elle a un fils. Le tien. Les mots d'Émilie tombèrent comme un éclair dans la petite pièce du centre d'opération. Mon esprit refusait de traiter ce que je venais d'entendre. C'est impossible, balbutiai-je. Sarah est ma sœur. Comment pourrait-elle avoir mon fils? Émilie serra ma main plus fort. Pas ta sœur biologique, Michael. Sarah a été adoptée par tes parents quand elle était bébé. Tu l'as toujours su, n'est-ce pas? J'ai eu le souffle court. Oui, j'avais toujours su que Sarah était adoptée. C'était quelque chose que nous n'avions jamais caché dans la famille, mais je n'avais jamais imaginé. Mais nous avons grandi ensemble comme frères et sœurs. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Pas avant que je sois paralysée, dit doucement Émilie. Sarah venait t'aider. Vous passiez des heures ensemble pendant que je faisais semblant de dormir. Je vous ai vu vous rapprocher. La façon dont elle te regardait. Mon esprit est retourné à ses premières années après l'accident. L'épuisement constant, le désespoir. Sarah avait été mon plus grand soutien, toujours là, toujours compréhensive. Ça ne veut pas dire que nous avions une relation, ai-je protesté faiblement. La nuit avant sa disparition, je vous ai entendu. J'étais dans le salon, soi-disant endormi. Vous étiez dans la cuisine. Sarah t'a avoué ses sentiments. Elle a dit qu'elle t'avait toujours aimé au-delà de votre relation adoptive. Je me suis souvenu de cette conversation. J'avais été si confus, si vulnérable. Sarah m'avait serré dans ses bras, me réconfortant pour ma vie gâchée à m'occuper d'Émilie. Et puis ce baiser unique qui a tout changé. Ce n'était qu'une fois, ai-je murmuré. J'étais brisé, confus. Je n'ai jamais pensé qu'il pourrait y avoir un enfant. Le lendemain, Sarah a disparu. A poursuivi Émilie. Linda et David l'ont enlevée, mais pas parce qu'elle a découvert mes médicaments comme je te l'ai dit avant. C'est parce qu'elle leur a avoué qu'elle était enceinte. De ton enfant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, ai-je demandé, ressentant un mélange de confusion et de rage. Parce que je l'ai découvert il y a seulement une semaine. Linda était au téléphone. Elle a dit que le gamin avait presque 2 ans et que Lucie voulait se débarrasser de la mère pour le garder. L'inspectrice Suarez est entrée à ce moment-là, nous interrompant. Son visage montrait un mélange d'urgence et de triomphe. Nous avons le mandat pour le chalet du lac, et ils viennent de confirmer qu'il y a une activité récente là-bas. Des lumières allumées. Plusieurs véhicules. Je me suis levé immédiatement, oubliant la douleur à mon épaule blessée. Je dois y aller avec vous. Impossible, monsieur Vega. C'est une opération de police. Ma sœur est là-bas. Et peut-être? J'ai regardé Émilie, qui a légèrement hoché la tête. Peut-être mon fils aussi. L'inspectrice fronça les sourcils. Votre fils? De quoi parlez-vous? J'ai rapidement expliqué la situation. L'inspectrice a écouté avec un visage impassible, mais je pouvais voir la surprise dans ses yeux. Ça complique les choses, a-t-elle finalement dit. Mais ma réponse est toujours non. C'est trop dangereux. S'il y a un enfant impliqué, ma présence pourrait t'aider, ai-je insisté. Sarah me ferait confiance. Le garçon aura besoin d'un visage familier. Après une discussion animée, l'inspectrice a partiellement cédé. Vous pouvez nous accompagner, mais vous resterez sur le périmètre extérieur avec les ambulanciers. Ce n'est que si nous sécurisons la scène et déterminons quelle est sûre que nous vous autoriserons à entrer. Émilie a essayé de s'asseoir. Je vais? Absolument pas, ai-je dit. Tu peux à peine bouger. Tu as besoin de te reposer et de récupérer. Je me repose depuis 6 ans, Michael, a-t-elle dit avec une ironie amère. De plus, je connais Linda mieux que quiconque.
Je sais comment elle pense, comment elle réagit sous la pression. Nous avons finalement convenu qu'Emily viendrait avec nous, mais qu'elle resterait dans le véhicule sous protection policière. L'opération a été lancée immédiatement. 4 véhicules de police banalisés, des agents tactiques, des tireurs d'élite. Le chalet du lac était à 1 heure de route. Pendant le trajet, Emily m'a donné plus de détails. Elle avait entendu dire que Linda avait toujours voulu un enfant, mais ne pouvait pas en avoir. Quand elle a découvert que Sarah était enceinte, elle a vu sa chance. Le plan était de la retenir captive jusqu'à ce qu'elle accouche, puis de l'éliminer et de garder l'enfant. Et Lucy, comment s'intègre-t-elle là-dedans? Lucy est le lien avec les politiciens corrompus. D'après ce que j'ai compris, elle et David sont amants depuis des années. C'est elle qui a eu l'idée d'utiliser ma fausse paralysie pour contrôler le fonds et t'occuper pendant qu'il cherchait les documents. Où sont ces documents exactement? Dans un coffre-fort caché dans la cheminée de la maison de mes parents. La clé que tu as trouvée fait partie de la combinaison. Il faut cette clé et une séquence numérique que seul moi connais. L'inspectrice assise sur le siège avant écoutait attentivement. Ces documents seront cruciaux pour l'affaire, a-t-elle dit. Mais pour l'instant, notre priorité est de secourir les otages. Alors que nous approchions du lac, la nuit commençait à céder la place aux premières lueurs de l'aube. Le chalet de David se trouvait dans une zone isolée, entourée d'arbres avec un accès direct à l'eau. Les véhicules se sont arrêtés à environ 500 mètres de la propriété. Les agents tactiques ont commencé à se déployer silencieusement dans les bois entourant le chalet. De notre position, nous pouvions voir des lumières allumées à l'intérieur et 3 véhicules garés à l'extérieur. Le SUV noir de la fusillade, une berline grise et un camion rouge que j'ai reconnu immédiatement. C'est le camion de David, ai-je chuchoté. L'inspectrice a hoché la tête et a donné les dernières instructions par radio. Le plan était simple. Des tireurs d'élite couvriraient toutes les sorties pendant que l'équipe tactique entrerait par 3 points différents simultanément. Rappelez-vous, nous avons la présence confirmée d'au moins un mineur, a dit l'inspectrice. Prudence extrême. J'ai regardé le cœur serré les agents se diriger vers le chalet. Le silence était absolu, rompu seulement par le chant occasionnel d'un oiseau matinal. Emily me tenait fermement la main. Soudain, un cri est venu de l'intérieur du chalet, suivi du bruit de verre brisé. Allez, 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 a ordonné l'inspectrice dans sa radio. Tout s'est passé en quelques secondes. Les agents ont pris d'assaut le chalet. Il y a eu des cris, des ordres, puis des coups de feu. 2, 3 détonations sèches. Oh mon Dieu, s'est exclamé Emily en me serrant le bras. Les minutes suivantes furent une agonie. Finalement, la voix d'un agent est venue par radio. Périmètre sécurisé. 2 suspects neutralisés, un suspect blessé, 2 otages indemnes. Je répète, 2 otages indemnes. L'inspectrice s'est tournée vers nous. Attendez ici jusqu'à ce que je donne le signal. Elle est rapidement sortie du véhicule et a couru vers le chalet. Emily et moi sommes restés assis en silence, trop choqués pour parler. Après ce qui a semblé une éternité, un agent s'est approché et a ouvert notre porte. Vous pouvez entrer maintenant. Faites attention. J'ai aidé Emily à sortir du véhicule. Elle avait encore besoin de soutien pour marcher, mais sa détermination lui donnait de la force. Nous avons marché lentement vers le chalet où l'inspectrice Suarez nous a accueillis. David est mort, nous a-t-elle informé sans embâche. Linda est blessée mais stable. Lucy s'est rendue sans combattre. Et Sarah, ai-je demandé, la voix tremblante. Le garçon? Dans la pièce du fond. Ils vont bien. Un médecin les examine. Nous avons traversé la pièce principale du chalet, en essayant de ne pas regarder le corps couvert de David ou Linda, qui recevait des soins médicaux sur le sol, gardés par 2 agents. Lucy était assise dans un coin, menottée, le regard vide. En passant devant elle, elle a levé les yeux. Michael, dit-elle, la voix à peine audible. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je ne me suis pas arrêté. Il n'y avait pas de mots pour ce que je ressentais envers ma sœur à ce moment-là. La pièce du fond était petite mais confortable. Et là, il y avait Sarah, assise sur un lit, tenant un petit garçon dans ses bras. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. Michael, a-t-elle murmuré. Tu es venu pour nous. Le garçon, d'environ 2 ans, m'a regardé avec curiosité. Il avait mes yeux. Il n'y avait aucun doute.
Et le sourire de Sarah. Sarah, c'est tout ce que j'ai pu dire avant que l'émotion ne me submerge. Je me suis approché lentement, de peur d'effrayer l'enfant. Sarah m'a tendu la main. Daniel, c'est ton papa, a-t-elle dit au garçon d'une voix douce, celui dont je t'ai tant parlé. Le garçon m'a étudié avec l'intensité que seuls les petits-enfants possèdent. Puis il a souri timidement. J'ai senti quelque chose se briser et se réparer à l'intérieur de ma poitrine. Émilie était restée à la porte, observant la scène avec un mélange d'émotions sur son visage. Émilie, dit Sarah, surprise. Tu es debout. C'est une longue histoire, répondit Émilie en s'approchant lentement. Aussi longue que la tienne, je suppose. Les deux femmes se sont regardées un long moment, se jaugeant, se reconnaissant comme des survivantes du même cauchemar. Ils m'ont dit que tu étais morte, a finalement dit Sarah. Linda m'a montré des photos, a dit qu'ils t'avaient éliminée. Et ils t'ont gardée captive ici, a répondu Émilie. Pendant qu'ils me faisaient croire qu'ils t'avaient assassinée. L'inspectrice nous a interrompus gentiment. Nous devons vous emmener tous à l'hôpital pour un examen complet, puis nous devrons prendre des dépositions formelles. Les heures suivantes passèrent dans un rêve fiévreux. L'hôpital, les médecins, les questions incessantes des enquêteurs. Sarah nous a raconté son histoire, comment Linda et David l'avaient enlevée quand ils ont découvert sa grossesse, comment ils l'avaient retenue prisonnière, d'abord dans une maison en périphérie, puis au chalet. Il voulait me prendre Daniel dès sa naissance, a-t-elle expliqué. Mais Linda s'est attachée à lui. Elle a commencé à mieux me traiter, à me laisser m'occuper de lui. Je pense que ça m'a sauvé la vie. Et Lucie, ai-je demandé, quand s'est-elle impliquée? Elle a toujours été dans le coup, a répondu amèrement Sarah. C'est elle qui a suggéré de m'utiliser comme otage pour garder Émilie sous contrôle. Au début, elle faisait semblant de t'aider juste pour te surveiller. Mais avec le temps, elle est devenue plus gourmande. Elle voulait les documents, le fonds fiduciaire, tout. L'inspectrice Suarez nous a informé que Linda, malgré ses blessures, avait commencé à parler. Elle cherchait un accord avec le bureau du procureur en échange de détails sur l'ensemble du réseau de corruption. Elle nous a donné de grands noms, a dit l'inspectrice. Des fonctionnaires de l'État, des hommes d'affaires, même un juge fédéral. Cela va provoquer un tremblement de terre politique dans cette ville. 3 jours plus tard, lorsque les médecins nous ont tous jugés stables, nous sommes retournés en ville sous protection policière. Notre premier arrêt fut la maison des parents d'Émilie, maintenant bouclée comme une scène de crime. Sous la supervision de l'inspectrice Suarez, Émilie nous a conduits à la cheminée du salon. Elle a retiré une pierre spécifique du revêtement intérieur, révélant un petit compartiment. Là, en utilisant la clé que j'avais trouvée dans mon tiroir et une combinaison numérique qu'elle a récitée de mémoire, elle a ouvert un coffre-fort caché. À l'intérieur se trouvait un épais dossier contenant des documents, des clés USB et des photographies. Tout le matériel incriminant que le père d'Émilie avait collecté au fil des ans. Avec ça, nous pouvons nous assurer que toutes les personnes impliquées paieront pour leurs crimes, a dit l'inspectrice en scellant le tout comme preuve. Les semaines suivantes furent un tourbillon de dépositions au tribunal, de thérapie médicale et de décisions difficiles. Émilie a progressé rapidement avec la kinésithérapie, retrouvant la mobilité qu'elle avait fait semblant de perdre pendant 6 ans. Sarah et le petit Daniel ont été temporairement transférés dans une maison surprotégée par le bureau du procureur. 1 mois après le sauvetage, nous nous sommes réunis tous les 3, Émilie, Sarah et moi, pour parler de l'avenir. C'était une conversation que nous avions reportée mais que nous ne pouvions plus éviter. Les médecins disent que je serai complètement rétablie dans quelques mois, a commencé Émilie. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je veux faire ensuite. Et qu'as-tu décidé, ai-je demandé prudemment. Je vais vendre ma part de la maison familiale et déménager dans une grande ville. J'ai une offre pour enseigner la danse contemporaine dans une académie. Elle a fait une pause, me regardant directement. Je veux un nouveau départ, Michael. Sans attache avec le passé. J'ai compris ce qu'elle me disait. Elle ne me demandait pas de l'accompagner. Émilie, Elle a levé une main, m'arrêtant. Tu n'as rien à dire. Ces 6 années nous ont changés tous les deux. Je faisais semblant d'être paralysé, mais en réalité, nous étions tous les deux piégés. Elle a regardé Sarah, puis moi. Maintenant, nous sommes tous libres de choisir. Sarah, qui était restée silencieuse, a parlé doucement. Je ne veux pas me mettre entre vous deux. Ce qui s'est passé entre nous, Michael,
c'était dans des circonstances extraordinaires. Je n'attends rien. Mais Daniel est mon fils, ai-je répondu. Et toi? Tu es importante pour moi, Sarah. Tu l'as toujours été. Je sais. Et Daniel a besoin de son père, mais je ne veux pas que tu sois avec moi par obligation. Émilie se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. Je pense que vous deux avez besoin de temps seul pour parler. Attends, lui ai-je demandé. Je ne veux pas que tu partes comme ça après tout ce que nous avons traversé ensemble. Elle a souri avec un mélange de tristesse et de sérénité. Je ne dis pas au revoir, Michael. Je te donne juste de l'espace pour que tu découvres ce que tu veux vraiment, ce que nous voulons tous les deux. Après le départ d'Émilie, Sarah et moi sommes restés assis en silence pendant un long moment. Finalement, elle m'a pris la main. Que allons-nous faire, Michael? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je veux faire partie de la vie de Daniel, et je veux voir où cela nous mène, Sarah. Sans culpabilité, sans pression. 6 mois plus tard, la vie avait trouvé un nouvel équilibre. Émilie a tenu parole et a déménagé dans la ville où sa carrière de professeur de danse était florissante. Nous sommes restés en contact, une amitié prudente qui guérissait lentement les blessures du passé. Sarah, Daniel et moi avons emménagé dans une petite maison à la périphérie de la ville. Nous avons commencé à nous redécouvrir lentement, à construire une famille non conventionnelle mais aimante. Les fantômes de notre histoire commune nous rendaient encore visite parfois, mais ils s'estompaient chaque jour un peu plus. Linda a été condamnée à 30 ans de prison pour enlèvement, fraude et complot. Lucie a reçu une peine moins lourde, 15 ans, grâce à sa coopération avec les autorités. Le réseau de corruption qu'elles avaient tissé avec David a été complètement démantelé, traduisant en justice des fonctionnaires et des hommes d'affaires qui se croyaient intouchables. Quant à moi, j'ai repris mon ancienne entreprise d'artisanat, maintenant avec une petite boutique au centre-ville. Et chaque soir, quand je mettais Daniel au lit et que je lui racontais une histoire, je sentais que malgré toute la douleur et les mensonges, la vie m'avait donné une seconde chance. La dernière fois que j'ai vu Émilie, c'était à l'inauguration de son académie de danse. Elle était radieuse, transformée. Nous nous sommes serrés dans les bras pendant un long moment sans un mot. Nous savions tous les deux que malgré tout, nos chemins séparés nous avaient menés là où nous étions censés être. « Es-tu heureux » m'a-t-elle demandé avant que nous nous disions au revoir. « Je le suis » ai-je répondu honnêtement. « Et toi ?» « J'apprends à l'être » a-t-elle dit en souriant. « Un jour à la fois. » Et voilà mon histoire. J'ai pris soin de ma femme paralysée pendant 6 ans jusqu'à ce qu'un médecin me dise d'appeler la police. Ce qui a suivi a détruit mon monde, mais cela m'a aussi permis de le reconstruire avec la vérité, avec la douleur, mais finalement avec l'amour. Si mon histoire vous a ému, abonnez-vous à la chaîne pour plus de témoignages qui vous couperont le souffle. Laissez un commentaire me disant ce que vous feriez à ma place.